Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Première heure de débat dans Europe 1 Soir avec Catherine Ney, Olivier d'Artigol. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Ça va Je suis ravie. Il y a quelque chose qui vous amuse à la télévision. C'est parfait. Bon, alors Monsieur Lesky est là, Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous publiez ce grand dérangement, l'immigration en face, publié chez Gallimard. Bonsoir Didier Lesky. Bonsoir. Que pensez-vous de cette proposition de Laurent Wauquiez d'envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Écoutez, dans les années 68, il y avait un slogan qui était qui ne fait pas d'enquête n'a pas le droit à la parole, si vous voulez. Alors, je peux pas dire ça de Laurent Wauquiez, bien sûr, mais elle est techniquement infaisable. Pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a même pas de vol direct entre Paris et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y en a quelques-uns pour la période d'été, mais en général, il faut passer par le Canada et même survoler l'espace aérien américain avec les règles américaines qui fait que quand une personne est considérée comme dangereuse, les Américains peuvent interdire le survol de leur territoire par l'avion, si vous voulez. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que quelqu'un qui est sous une obligation de quitter le territoire français, si il a décidé de partir, il faut le ramener devant son consul. Et je doute que les différents États qui sont concernés par les personnes en situation irrégulière ouvrent des consulats à Saint-Pierre-et-Miquelon, sachant qu'en plus, il y a une règle qui pour le coup, mériterait d'être changée, et il y a d'autres propositions à faire pour améliorer effectivement l'exécution des obligations de quitter le territoire français, c'est que, et on n'en a pas la maîtrise, c'est que les consulats considèrent que c'est le préfet qui a délivré l'obligation de quitter le territoire français qui est compétent par rapport à un consulat donné. Et donc, je vous prends un exemple qui malheureusement arrive parce que il faut toujours souligner le travail de bénédictin et l'abnégation des policiers. Quelqu'un qui est arrêté à Lille, mais il n'y a pas de place dans le centre de rétention administrative de Lille parce que, je rappelle qu'il n'y a que 26 centres de rétention à travers la France et 2000 places et qu'on est obligé de l'envoyer en rétention, je dirais à 300 km, ça arrive régulièrement, et bien après il faut le ramener à Lille pour qu'il soit présenté au consul qui est compétent pour ce département, et le consul qui serait dans le département du centre de rétention n'accepterait pas de le recevoir. Donc c'est une règle. Ce que vous dites, c'est que ce que dit Laurent Wauquiez, c'est de la fiction en fait. Non, mais je vois bien l'idée de pointer le débat autour de l'exécution des obligations de quitter le territoire français, mais il y a d'autres mesures, en particulier celles proposées par le ministre de l'Intérieur, qui me semblent beaucoup plus intéressantes à court terme, pour essayer d'améliorer l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Que retenez-vous de la proposition de M. Retailleau ? Monsieur Retailleau, par exemple, rappelle que le fait que la situation irrégulière ne soit plus un délit, entrave l'action des policiers, en particulier dans le cadre de la lutte contre les filières, puisque quand c'était un délit condamné de plus d'1 an, on pouvait par exemple regarder ce qui se faisait dans les téléphones des personnes. C'est ce que font un certain nombre de pays. Ça permettait de voir qui est un passeur et qui ne l'est pas, et ça permettait de lutter contre les foyers, contre les filières irrégulières. Et c'est la gauche qui avait annulé... Alors, dans le cadre d'une interprétation large du règlement européen, le ministre de l'Intérieur propose aussi de rallonger la durée de rétention. Ça me semble aussi, pour certains profils en particulier, une bonne mesure. Et là encore, c'est un problème de droit interne et pas de droit européen. Le droit européen nous permet d'aller jusqu'à 18 mois et c'est nous qui avons choisi de ne faire que 90 jours. Et alors, sur les chiffres, pour continuer, Didier Lesky, puisque vous êtes, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur Europe 1, quels sont les chiffres des OQTF, de leur, comment dirais-je, exécution, de ceux qui restent dans les CRA, de ceux qui sont perdus dans la nature? J'imagine que vous avez tout ça dans vos fiches. J'ai tout ça, en partie dans mes chiffres. D'abord, en ce qui concerne le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français, il y a quelque chose qui était absurde dans les OQTF, c'est qu'elle n'était valable qu'1 an. Et la loi du 26 janvier 2024, sous l'impulsion de M. Darmanin, a fait en sorte que les OQTF soient valables 3 ans. Donc il y avait cette idée qu'il fallait en permanence les refaire, puisque la situation irrégulière n'est pas un délit, et donc il fallait à chaque fois vérifier où en est la personne administrativement
et refaire une OQTF quand elle n'avait pas. Donc là, où est-ce qu'on en est? Là, on en est à un taux d'exécution de combien? Disons, par rapport à l'ensemble des OQTF, on est entre 10 et 12%, c'est-à-dire plus de 21 000 personnes éloignées en 2024, sachant qu'on a 2000 places de centres de rétention administrative, 26 centres de rétention administrative. Ça reste un chiffre trop faible, en particulier par rapport à un pays qui actuellement est au cœur de l'actualité, malheureusement, puisque l'Algérie, notre compatriote Boualem Sansal est enfermé pour des raisons indignes du point de vue de nos valeurs. Eh bien, c'est 33 000 Algériens qui ont été contrôlés en 2024 en situation irrégulière. 33 000, hein. 33 000. Voilà, c'est 3 fois plus que les Marocains, à peu près. Et c'est 2900 éloignés. Voilà, sur 33 000. Sur 33 000. Ça vous donne une Donc proportion. Ça fait moins de 10%. Voilà, ça vous donne une proportion. Et quand je prends les Marocains, on est un peu moins de 13 000. On a 1650 éloignés. Donc, en proportion, on pourrait dire par exemple qu'il y a plus de Marocains éloignés que de Marocains contrôlés en situation irrégulière. Ça fait partie du débat. Mais une des choses sensibles, c'est que les moyens de pression, ils doivent être d'abord sur les États qui refusent d'aider. Et je vous ai parlé de ce qu'on appelle la carte consulaire, c'est-à-dire la compétence par consulat par rapport au préfet, qui est un handicap pour les On va continuer à parler avec vous, Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, juste après une page publicitaire avec Catherine Ney et Olivier d'Artigol sur Europe 1. Je reçois juste une dépêche urgente, absolument très très importante. Ça vous donne aussi l'idée à combien les discours de Donald Trump sont à prendre avec des pincettes et avec des parenthèses, puisque le président des États-Unis, tenez-vous bien, dit suspendre pour 90 jours ces taxes douanières réciproques, à part la Chine. C'est-à-dire qu'il garde les taxes, la surtaxe de 104% pour les produits chinois, mais tout le reste, donc y compris l'Europe, y compris la France, c'est suspendu pour 90 jours, pour 3 mois, on suspend. Bien sûr, on en parlera dans Europe 1 Soir, dans les minutes et dans les 2 heures qui sont devant nous. Ah oui, oui. J'en suis tellement surpris, oui, j'arrive pas à... Voilà, mais ça vous donne quand même une idée du discours de Donald Trump. À tout de suite dans Europe 1 Soir. Évidemment, cette annonce de Donald Trump, on en parlera tout à l'heure avec notamment l'ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Etienne, qui sera notre invité à 20h10. Je vous rappelle cette information de taille, Donald Trump qui suspend pour 90 jours les surtaxes douanières dans 60 pays. Wall Street s'envole à l'annonce de cette pause sur une partie des droits de douane réciproques. Nous sommes toujours en studio avec Didier Lesky sur Europe 1, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et c'est Olivier d'Artigol qui vous pose la question. Monsieur Lesky, l'année dernière, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a connu un revers dans son projet d'accord migratoire avec l'Albanie. Est-ce que des évolutions récentes sur le plan européen vont lui permettre de relancer cette proposition ? Alors, elle a connu un revers qu'elle estime partiel, puisque les juges italiens ont considéré que les personnes qui avaient été ramenées en Albanie n'étaient pas issues de pays tiers sûrs. Voilà, et elle compte utiliser une disposition du pacte migratoire qui est que quand les personnes viennent de pays d'origine sûrs, alors c'est un peu technique, eh bien on peut les placer en rétention. Le problème de fond, c'est quelle solution on trouve pour faire en sorte que les personnes qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne puissent effectivement être ramenées dans leur pays d'origine dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'asile. Voilà. Et c'est ça qu'elle essaye de résoudre, sachant que Madame Meloni, elle a pour elle, quel que soit ce qu'on en pense, le fait d'avoir fait diminuer de plus de 60% les passages en Méditerranée centrale vers l'Italie. Catherine Ney. Grâce à un accord avec le président tunisien. Pas simplement grâce à un accord avec le président tunisien, grâce aussi parce que les passeurs, comme les personnes, peuvent réfléchir, grâce au fait qu'elle apparaît comme étant particulièrement dure et qu'elle est dans une politique d'immigration choisie avec des fermetés qui sont construites sur le plan juridique de plus en plus importantes pour ceux qui sont en situation irrégulière. Catherine, une question sur Jean-Noël Barrot. Oui, parce que le ministre est allé en Algérie avec son directeur de cabinet. Est-ce que ça vous laisse augurer des choses plus
plus réconfortante, d'abord sur le sort de Boualem Sansal, et puis est-ce que enfin vous avez l'impression que le pouvoir algérien allait un peu lâcher du lest pour les OQTF? En ce qui concerne Boualem Sansal, on espère qu'il sortira le plus tôt possible, hein, ça bien évidemment. Après, la difficulté avec l'Algérie, c'est que c'est toujours en dents de scie, avec souvent beaucoup de promesses et peu d'actes, et que d'une certaine manière, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, si vous voulez. Et donc, il faut attendre. Je crois que... Parce que le ministre est revenu sans réponse. Le ministre est revenu, mais avec beaucoup d'espoir, c'est ce qu'il a laissé entendre. Voilà, mais c'est vrai que avec des poignées de main. Ça peut apparaître comme troublant qu'il ne puisse pas annoncer, par exemple, que Maître Zimray puisse avoir un visa pour aller voir Boualem Sansal, puisqu'il est l'avocat de Boualem Sansal, ou qu'on a une date un peu plus précise de la libération éventuelle de Boualem Sansal, et surtout, il faut attendre cette fameuse réunion entre les consulats et les préfets. On peut imaginer que à ce moment-là, les choses seront mises véritablement sur la table, sachant que les Algériens nous ont habitués à ne pas respecter les accords que souvent ils prétendent passer avec nous. Vous voulez dire que ça dure depuis des années, voire des décennies, cette situation compliquée ? La situation compliquée avec l'Algérie, bien sûr, elle dure depuis des décennies, sachant que les Algériens, sur plein d'aspects, que ce soit en ce qui concerne l'immigration familiale ou même les droits sociaux, eh bien, sont souvent, ont des choses que d'autres nationalités n'ont pas. Oui, grâce Par à des exemple, accords sur le regroupement familial, combien d'Algériens viennent chaque année en France avec un feu vert pour s'installer? C'est un peu moins de 20 000 Algériens nouveaux qui ont obtenu un titre de séjour, sachant que les Algériens, c'est la première nationalité bénéficiaire d'un titre de séjour. Parce qu'il y a des facilités avec les fameux accords de 1968. Alors, oui, surtout, il y a des facilités, c'est vrai, il y a des facilités multiples, ne serait-ce le fait que, par exemple, dans le cadre du regroupement familial et d'un mariage, l'administration n'est pas tenue de vérifier l'existence réelle de la vie commune. Mais il y a les droits sociaux qui sont aussi importants et qui expliquent les allers-retours. Il y a plus de 350 000 retraités algériens en Algérie et qui reçoivent une pension à partir de la France. On comprend bien que la solution diplomatique et donc la solution douce amènerait à non pas renégocier l'accord de 68, mais à demander le respect de l'accord de 94. Pour que l'Algérie se mette dans les clous du respect de l'accord de 94, il faudrait qu'elle se comporte comment ? Avec honnêteté, c'est-à-dire que l'Algérie, c'est un pays où l'état civil et le recensement de la population est particulièrement développé. Du reste, sur bien des aspects, il était mieux développé qu'en France. C'est un pays qui a des aspects techniques importants et bien souvent, en tout cas moi, mon expérience de préfet quand j'étais en Seine-Saint-Denis, nous avons des consuls qui vous expliquent que telle personne qui pourtant a été visitée longtemps par une famille venant d'Algérie, au moment où on demande le laissez-passer consulaire, bien nous indique qu'il n'est pas forcément un Algérien, si vous voulez. Tout ça, c'est un jeu qui est lié au fait que une part de la légitimité du pouvoir algérien, historiquement, eh bien, elle se fait pas sur la démocratie, mais elle se fait dans le cadre de la construction d'un affrontement symbolique et même violent avec la France. Et d'une rente mémorielle. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage, si vous voulez. C'est dommage pour le peuple algérien, c'est dommage pour la France, c'est dommage pour le développement économique de cette partie de la Méditerranée. La frontière entre le Maroc et l'Algérie est fermée et bien évidemment, on a parfois le sentiment, et c'est triste pour tout le monde, que l'Algérie se caricature en une sorte de Corée du Nord du Maghreb. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour ça pourra changer, ces rapports entre l'Algérie et la France ? Est-ce que, par exemple, Monsieur Retailleau, qui a affiché une ligne ferme, va pouvoir arriver, j'allais dire presque comme un Deus ex machina après son collègue Barrot, qui lui a une ligne totalement différente ? Écoutez, je crois que le ministre des Affaires étrangères a plusieurs fois indiqué que ce qu'il faisait était la ligne de l'ensemble du gouvernement. Et je pense que chacun a son rôle. Les aspects migratoires, c'est le ministre de l'Intérieur et je pense qu'il va continuer à dire ce qu'il pense. Enfin, en tout cas, je le connais pas suffisamment pour penser que il va dire autre chose que ce qu'il pense. Enfin, voilà, le ministère. Sinon, c'est un échec politique. Le ministre de l'Intérieur continue à être comptable
des sujets d'immigration. Et à partir de là, je pense qu'il va continuer à défendre le gouvernement français et l'ensemble du pays. Et vous êtes comptable justement des chiffres de l'immigration et merci beaucoup de nous les avoir donnés ce soir. Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Merci à vous, monsieur Lesky. 19h40, je vous signale, avant d'entamer la deuxième partie des débats, qu'Europe 1 est partenaire de Cannes Séries, festival international des séries qui aura lieu du 24 au 29 avril pour célébrer les meilleures séries du monde entier. Grâce à Europe 1, vous tentez de gagner vos places VIP pour 2 hébergements, transport pour assister à Cannes à la cérémonie d'ouverture du festival. Plus d'infos sur europe1.fr, rubrique Club Europe 1. Et nous, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Catherine Ney et Olivier d'Artigol. À tout de suite.